Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce premier et probablement dernier épisode de Recettes politiques. Aujourd'hui au menu, on a une recette assez complexe, donc j'espère que vous êtes prêts à la maison à suivre parce que on a une recette qui concerne cette semaine la sécurité en Asie de l'Est, plus particulièrement la situation nucléaire qui est assez quelque chose, merci, surtout dans l'actualité en ce moment. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos beaux ingrédients et le résultat de la recette finale. Donc, tout d'abord, on va commencer par mélanger ensemble nos ingrédients humides. Nos ingrédients humides vont être divisés en deux catégories. La première catégorie va concerner le livre blanc chinois en ce qui a trait aux politiques étrangères, qu'on va diviser encore une fois en deux sous-catégories. Puis comme on est une émission éducative, on va en apprendre un peu plus sur chacun de nos ingrédients qu'on va incorporer dans la recette. Puis les deux prochains ingrédients humides qu'on va incorporer ensemble dans le mélange, ça va être des composantes qui vont permettre d'expliquer la situation en Corée du Nord. Donc le premier ingrédient humide qui concerne la Chine qu'on va incorporer au mélange, ça va être en fait ce qui va former le centre de commande stratégique en ce qui concerne entre autres l'armée, et ça va être les perceptions de menaces que la Chine a par rapport à ses voisins. Donc on pense notamment à Taïwan, au Japon, à la Corée du Sud, la Corée du Nord. Le second ingrédient humide qu'on va incorporer à la recette va s'attarder plus particulièrement à la pratique. Donc, comment la perception de ces menaces-là va s'illustrer dans la pratique, notamment en modernisant, en diversifiant l'arsenal nucléaire, notamment les missiles intercontinentaux. Dans la politique étrangère chinoise, il y a la politique du NFU, c'est le No First Use. Cependant, il y a une ambiguïté assez impressionnante en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le No First Use va être appliqué, et c'est pourquoi on considère que la politique étrangère sur le nucléaire en Chine est très ambiguë et pourrait, ma foi, être assez dangereuse étant donné qu'il y a peu de transparence en ce qui concerne l'emploi, l'usage du nucléaire qui va se faire dans des conditions extrêmes, dans des conditions où est-ce qu'il va y avoir une atteinte à la sécurité nationale. Donc, c'est ce qui concerne en fait nos premiers ingrédients humides pour le pays de la Chine. Donc, nos deux derniers ingrédients humides pour notre recette vont concerner la Corée du Nord, qui vont eux aussi être encore une fois divisés en deux. Donc, le premier ingrédient humide qu'on va incorporer à la recette en ce qui concerne la Corée du Nord va porter entre autres sur la prolifération nucléaire, notamment la prolifération de la technologie nucléaire, qui est un des principaux dangers que représente la Corée du Nord. Donc, on incorpore le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, en ce qui concerne la Corée du Nord qu'on va incorporer, est plutôt le volet diplomatique. C'est un volet assez important parce que je pense que c'est lui qui a le plus joué dans la politique étrangère nord-coréenne. En effet, au cours des dernières années, des dernières décennies, la Corée du Nord est reconnue pour avoir instrumentalisé comme outil politique son plan nucléaire. Comment ça a été instrumentalisé? Eh bien, c'est que sporadiquement, à travers les années, la Corée du Nord faisait des promesses. You know what's more destructive than a nuclear bomb? Words. Quant à la dénucléarisation et au désarmement du pays. Évidemment, ça n'a pas été le cas parce qu'aujourd'hui, on constate encore que la Corée du Nord non seulement possède l'arme, mais la modernise et la diversifie et a des buts d'atteindre la triade nucléaire telle que la triade nucléaire américaine. C'est vraiment des objectifs assez élevés. Donc, ça a été instrumentalisé à ce niveau-là, de fait qu'ils ont pu obtenir une aide alimentaire provenant entre autres de la Chine, qui est un de leurs principaux alliés économiques. Et puis
ça a été instrumentalisé aussi, si on prend par exemple en 91, ils ont réussi à gagner grâce à cette promesse de dénucléarisation-là. Le retrait de certaines troupes américaines dans la région. Donc, l'instrumentalisation de la menace est non seulement bénéfique pour le plan nucléaire en soi, mais elle assure aussi la survie de la population lorsqu'on pense justement à l'aide alimentaire. Puis, ce qui est important aussi, justement, sur le volet diplomatique, les gains de l'instrumentalisation sont plus élevés que les pertes que vont occasionner les sanctions économiques. Et c'est pourquoi les pays à l'international et les instances internationales ont de la difficulté à faire respecter à la Corée du Nord certaines mesures en ce qui concerne le nucléaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, la Corée du Nord fait proliférer son arsenal et essaie d'obtenir des technologies là, venant d'autres pays afin justement d'atteindre une autonomie sur le plan de son armée, sur le plan nucléaire, ce qui est une importante menace pour les États-Unis entre autres. Donc c'est ça pour les ingrédients humides. Donc, on est maintenant rendu aux ingrédients secs. Les ingrédients secs se divisent eux aussi en deux catégories. Donc, il y aura la Corée du Sud et le Japon. On va commencer par le Japon, parce que le Japon a une position assez particulière et assez complexe. En effet, le Japon est allié avec la Chine parce qu'il représente, dans le fond, la Chine représente les plus grandes exportations pour le Japon. Correction, la Chine est le plus grand importateur pour les marchés japonais. Mais ils sont aussi alliés aux États-Unis pour qui ils sont sous le parapluie nucléaire des États-Unis, qui ont permis au Japon de reconstruire le pays après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le Japon a une position assez particulière en ce qui concerne l'armement nucléaire, aussi géographiquement parlant, parce que le Japon est très près de la Corée du Nord. Donc, à chaque fois qu'il y a des tests balistiques, des missiles qui sont envoyés au-dessus, des missiles qui sont testés, dans le fond, plusieurs vont passer dans les zones aériennes du Japon. Donc, c'est une importante menace à la sécurité japonaise. Puis, justement, au mois de mars récemment, il y a eu des essais balistiques de la Corée du Nord, de Pyongyang, qui sont passés en mer proche du Japon. Donc, c'est une menace assez importante, le nucléaire pour le Japon, étant donné, par ailleurs, que selon leur constitution, ils ne peuvent pas se doter d'une armée. Bien qu'ils ont droit à un certain système de défense, ça reste que c'est une information qui est assez importante à considérer en ce qui concerne le Japon. Donc, notre dernier ingrédient pour aujourd'hui, il s'agit de la Corée du Sud. La Corée du Sud, dans le fond, elle est très malchanceuse géopolitiquement parlant, géostratégiquement parlant. Pourquoi? Parce qu'elle partage une frontière avec la Corée du Nord et en plus, ses sols sont dépourvus d'uranium contrairement à son voisin. Donc, une malchance assez importante à considérer pour comprendre la situation de Séoul par rapport à Pyongyang. Donc, un peu comme le Japon, les tests balistiques sont une menace importante pour la Corée du Sud. Aussi, la présence américaine en Corée du Sud constitue pour Pyongyang une menace assez importante, étant justement là, un des ennemis des États-Unis depuis notamment l'ère Trump. Bien que Biden veut tenter d'amadouer les relations et de bouger vers une dénucléarisation de la Corée du Nord, pour la Corée du Nord, les États-Unis sont l'ennemi juré. Le système de propagande et de terreur qui règne en Corée du Nord tend à perpétuer aussi cette information-là. Donc, c'est tout pour les ingrédients secs. Donc, on peut brasser là, vigoureusement tout ce beau mélange là, de géopolitique, de géostratégie militaire, économique qu'il y a en Asie de l'Est concernant la sécurité face au nucléaire. Donc, dans le contexte actuel où il y a eu plusieurs tests balistiques qui ont été faits au-dessus des territoires du Japon, de la Corée du Sud, provenant de Pyongyang, des difficultés de rapprochement entre les deux Corées, la coopération, ma foi, très difficile entre la Corée du Sud et le Japon par un passé colonial assez lourd et assez important, les relations houleuses et imprécises entre le Japon et la Chine
font en sorte que dans les dernières semaines, on a dû mettre à broil la situation et les tensions entre les différents pays. Et il est maintenant temps de dévoiler le résultat final de nos recettes politiques de cette semaine. Donc, c'est ce qui conclut en fait notre épisode de cette semaine sur la sécurité nucléaire en Asie de l'Est. Et on a ici le résultat final. Donc, je crois que le résultat final est à l'image des relations entre les pays de l'Asie de l'Est en ce qui concerne le nucléaire et du futur du nucléaire globalement.